BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Alain Marron, ministre bruxellois de la Santé et de l'Environnement. Interview en vidéoconférence, comme on le fait depuis une dizaine de jours maintenant à BX1. Bonjour Alain Marron, on vient d'entendre un certain nombre de chiffres qui restent inquiétants. Il y a eu 21 nouveaux décès en l'espace de 24 heures en région bruxelloise. Ça veut dire qu'on est proche des 200 morts maintenant en région bruxelloise et que ce chiffre va évidemment continuer à augmenter, hélas, dans les prochains jours. Est-ce que, quand on compare ces chiffres par rapport à ce qui se passe en Flandre, en Wallonie, où on constate que en ratio par habitant, ces chiffres-là sont plus élevés chez nous qu'ailleurs, on a une explication? Est-ce que c'est parce que nous sommes dans une ville densément peuplée que la mortalité est plus importante chez nous? D'abord, prudence par rapport à l'ensemble de ces chiffres. Il y a beaucoup de décès Covid qui passent en dessous des radars, par exemple. Et il est possible qu'il y ait moins de chiffres de décès qui passent en dessous des radars à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Ça pourrait être aussi une explication. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des biais statistiques, et donc soyons très prudents. Il est évident qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a déjà eu beaucoup de décès, trop. Il y en aura malheureusement encore. Il faut être clair, dans les semaines et les mois qui viennent, nonobstant toutes les mesures qui sont prises. Moi, je vous ai donné ce matin des chiffres en maison de repos, avec un certain nombre de décès dont on est sûr qu'ils sont Covid, mais il y a à peu près le même nombre de décès dont on se dit qu'ils sont probablement Covid, vous voyez. Donc nous, on essaie d'être transparent par rapport aux chiffres, de les donner et de répondre, parce que je trouve ça normal, en fait, que la population soit au courant de ce qui est en train de se passer, du drame sanitaire que nous encourons, mais aussi des mesures positives qui sont mises en place. Mais donc prudence par rapport aux chiffres, il n'y a rien qui indique de manière tout à fait sûre et statistique qu'il y aurait plus de décès proportionnellement à Bruxelles réellement qu'ailleurs. Alors on va s'arrêter sur les maisons de repos puisque vous y faites référence. Les chiffres que l'on peut donner ce matin, c'est qu'il y aurait au moins une soixantaine de décès liés au Covid-19 dans les maisons de repos bruxelloises, plus un certain nombre de suspicions. On vous parlez, vous, je pense, d'une cinquantaine de décès suspects, ce qui ferait plus d'une centaine de morts dans les maisons de repos bruxelloises. C'est bien ça? Oui, mais là encore, ces chiffres sont à prendre avec prudence. Ce sont des chiffres qui sont rapportés par les maisons de repos elles-mêmes, puis par les services du Collège Réuni, donc de la région, et que nous rapportons évidemment par le fédéral, mais nous sommes dépendants évidemment de ces remontées de chiffres. Et donc je les annonce, mais je les annonce aussi avec de la prudence. Ils pourraient être plus élevés, comme il est possible aussi qu'un certain nombre de décès suspects ne soient en fait pas des décès de Covid. Maintenant, c'est sûr, il y a une surmortalité dans les maisons de repos pour plusieurs facteurs, parce qu'on le sait depuis le départ, le virus est beaucoup plus mortel sur les tranches d'âge les plus élevées. Le taux de mortalité grimpe en flèche après 60 et encore plus après 70 ans. Donc forcément, dans les maisons de repos, ça touche. Et puis, dans les maisons de repos, forcément, on met des gens ensemble. Et les maisons de repos ne sont pas devenues des châteaux forts. Il y a des entrées et sorties dans les maisons de repos. Il y a du personnel qui va y travailler, que ce soit du personnel de soins, mais aussi du personnel d'entretien, du personnel pour la nourriture, etc. Et donc forcément, malgré toutes les mesures prises, on doit s'attendre encore à des décès dans les maisons de repos. Notre job, évidemment, c'est de minimiser les risques. Ouais, il y a 146 maisons de repos ou assimilées sur le territoire de la région bruxelloise. Vous avez pu faire distribuer des masques à tout le monde, et est-ce qu'on va pouvoir faire distribuer d'autres types de matériel qui manquent aujourd'hui, parce que dans les maisons de repos, on demande maintenant à avoir des blouses, à avoir des gants? Alors en fait, il y a quand même 600 000 masques qui ont été distribués à Bruxelles dans l'ensemble des secteurs sociaux et de soins, donc en dehors des hôpitaux, mais y compris pour les maisons de repos. On distribue aussi des masques FFP2, donc avec une protection supplémentaire dans les maisons de repos qui sont particulièrement en crise, avec beaucoup de cas et qui doivent faire face à beaucoup de cas. Sur le matériel supplémentaire, il est en commande depuis des semaines, puisque nous savons depuis longtemps qu'il y a besoin de masques et de gants. Mais pour être tout à fait clair avec vous, c'est la guerre sur le marché mondial. C'est la guerre totale. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit des pays qui arrivent avec des émissaires sur les tarmacs des aéroports pour acheter des lots qui sont en partance quelque part en mettant plus d'argent. C'est ça la réalité pour le moment de la fourniture de ce type de matériel sur le marché mondial. D'où la nécessité évidemment de relocaliser à terme un certain nombre de ces productions. Nous faisons le maximum avec Eriscare qui vraiment ne ménage pas ses efforts pour mettre la main sur ces matériels. Dès qu'on a la main sur des matériels de protection, évidemment, ils seront transférés vers les maisons de repos. Voilà, donc 600 000 masques distribués depuis quelques semaines sur l'ensemble des acteurs du soin et de la première ligne ou de la seconde ligne en région bruxelloise. Et Eriscare, je rappelle que c'est le service de la santé de la région bruxelloise. Est-ce qu'il faudrait mettre, pour protéger ces maisons de repos, un système de certificat en place et de dire on ne permet plus à des pensionnaires qui sont allés à l'hôpital
de rentrer en maison de repos où on n'admet plus de nouveaux pensionnaires tant qu'il n'y a pas un certificat médical qui indique qu'ils ne sont pas porteurs du Covid-19. Je vous pose cette question parce que certains dans le secteur le demandent et parce que la région wallonne a décidé de mettre en place ce type de politique. Alors, on ne met pas en place ce type de politique à Bruxelles pour une raison toute simple, c'est que les hôpitaux saturent. Et que si on ne permet pas aux personnes qui sont guéries de sortir de l'hôpital, on remplit les hôpitaux pour rien et on ne cède pas la place à ceux qui en ont réellement besoin. Les personnes qui sont guéries doivent sortir. Elles doivent sortir. Et dans les maisons de repos, si une personne est infectée par le Covid, va à l'hôpital et puis revient, en fait, elle était beaucoup plus contagieuse et dangereuse avant d'aller à l'hôpital que quand elle revient guérie. Donc effectivement, à Bruxelles, nous n'avons pas estimé que c'était une bonne idée. Néanmoins, on est en train de travailler notamment avec la Fédération des médecins généralistes pour accompagner ces retours dans les maisons de repos, pour aider les maisons de repos à accueillir et à comprendre exactement ce qui se passe avec des bénéficiaires qui sortent de l'hôpital guéris, pour être sûr que ça se passe dans de bonnes conditions, mais aussi casser des freins qui sont d'abord des freins qui sont d'ordre psychologique. Attention, les personnels des maisons de repos sont énormément sous pression et sous tension. Ils doivent faire face à de nombreuses difficultés. Mais très franchement et objectivement, cette difficulté-là n'est pas la difficulté la plus importante, c'est-à-dire réaccueillir des personnes qui sont guéries au sein de la maison de repos. Oui. Vous comprenez ce personnel qui réclame maintenant à pouvoir bénéficier de tests pour savoir qui est porteur, qui n'est pas porteur, à la fois dans le personnel soignant, dans le personnel d'entretien, dans tous ceux qui font fonctionner les maisons de repos, qui font les repas, etc. Et aussi peut-être auprès des pensionnaires eux-mêmes pour savoir parmi les personnes âgées qui est potentiellement porteur ou pas du Covid-19. On va pouvoir faire ces tests. Ça dépend du fédéral, mais le fédéral a dit qu'il allait se concerter avec les régions. Quel est le message que vous pouvez faire passer au fédéral? Mais donc, nous avons eu une conférence interministérielle début de cette semaine avec tous les ministres de la Santé et nous sommes tous d'accord avec les personnels qui travaillent dans ces maisons de repos. Il faut faire des tests dans les maisons de repos. Les personnels des maisons de repos sont particulièrement exposés et les résidents dans les maisons de repos sont aussi particulièrement exposés et particulièrement victimes du coronavirus. Donc, il faut des actions particulières de testing dans les maisons de repos. Il y a un accord avec le fédéral là-dessus. Maintenant, on est en train de mettre au point les procédures. Comment est-ce qu'on va faire suivant le nombre de tests disponibles? Nous avons transmis, et l'administration Iris Care et mon cabinet a transmis au fédéral maintenant la liste précise de toutes les maisons de repos, où il y avait des infections, le nombre d'infections, etc., histoire d'élaborer au mieux cette stratégie et de cibler d'abord les maisons de repos qui en ont le plus besoin. Et on va tester effectivement non seulement les résidents, mais aussi les personnels de soins. Ça sera en plusieurs vagues, parce qu'on n'aura pas dans un premier temps le nombre suffisant de tests disponibles, mais ça se fera. Quand est-ce que ce sera la première vague? Est-ce que le fédéral vous a indiqué quand est-ce que les tests seraient à la disposition de la région bruxelloise pour ça ou pas? Oui, j'ai eu plusieurs dates du fédéral, mais très franchement, ce sont les engagements du fédéral. Moi, j'attends de voir des certitudes et pour le moment, je n'ai pas encore une certitude absolue sur une date. On m'avait annoncé que ça pourrait se faire encore cette semaine. Je constate que nous sommes vendredi, nous ne sommes pas encore en capacité de le faire. Mais l'idée, c'est de le faire bel et bien le plus rapidement possible. Oui. Alors, il y a un autre secteur qui appelle un petit peu à l'aide, Alain Marron, c'est le secteur de la personne handicapée et le secteur des soins psychiatriques. On sait qu'il y a des pensionnaires dans ce type d'établissement à qui on ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer. Il y a des pensionnaires à qui on ne peut pas imposer la distanciation sociale, c'est juste impossible. Et puis, il y a des cas particuliers de familles d'enfants autistes ou d'enfants handicapés qui ont dû récupérer leurs enfants à la maison ou qui ont dû se séparer de leur enfant qui est dans une institution plus éloignée. Là aussi, on vous demande des masques, évidemment, mais aussi peut-être un soutien. Est-ce que c'est possible d'envoyer des médecins, des infirmiers pour soulager le personnel qui est au contact de ces pensionnaires particuliers-là ? Écoutez, nous avons d'abord commencé à distribuer du matériel, y compris dans ce type de structure, et ces structures-là peuvent faire aussi appel au stock d'Iris Care en termes de matériel. Je parlais singulièrement des masques, évidemment, a priori. Sur l'accompagnement, je vous avoue, pour le moment, on n'a pas encore mis les choses en place. On a commencé par les maisons de repos parce que c'était là d'où venaient les signaux d'alarme les plus importants. Donc, il y a des équipes mobiles avec la Fédération des médecins généralistes, avec Médecins sans frontières, que je voudrais remercier, mais aussi avec d'autres acteurs du soin et de la santé, grâce aussi à la base de données que la région a mise en place et au numéro 0800 que la région a mis en place avec des volontaires du soin qui sont d'accord d'aller travailler dans des maisons de repos ou dans d'autres structures pour accompagner les personnes existantes. Donc on a mis tout ça en place
et ça commence à rouler progressivement pour les maisons de repos et pour soutenir les maisons de repos. Mais nous avons bien conscience qu'il y a d'autres secteurs qui doivent être encore plus accompagnés. Vous parlez du handicap, il y a évidemment aussi toutes celles et tous ceux qui accueillent les réfugiés, les sans-abri ou d'autres publics avec lesquels le travail est difficile et dans lesquels le taux de prévalence de la maladie est important. Ça veut dire qu'on est en train progressivement d'étoffer le dispositif qui a été mis en place. Vous savez, je l'ai dit au Parlement, rien n'était prévu. Nous n'étions pas prêts à faire face à cette crise. Aucun plan n'était prévu. Il n'existait aucun plan dans les politiques sociales et de santé, nulle part, sauf peut-être dans les hôpitaux, pour faire face à une telle pandémie. Et donc, nous sommes en train de construire progressivement les plans tout en les mettant en œuvre avec les cabinets, les administrations et les acteurs de terrain. Ça nécessite une énergie considérable et je suis certain que ça ne va pas assez vite, mais on fait le maximum pour avancer. Ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de vivre, il faudra en tirer des leçons, qu'il faudra préparer des plans pour des pandémies ou pour d'autres événements extraordinaires dans les mois ou les années à venir, qu'il faudrait qu'on soit un peu plus aguerri pour les prochains épisodes extraordinaires qu'on pourrait vivre comparables à cette crise. J'ai bien compris. C'est totalement indispensable. C'est totalement indispensable. On ne peut pas avoir des pays qui sont si totalement non préparés à une crise. C'est la faute du fédéral, ça, Alain Marron, ou c'est une régionalisation qui n'a pas été suffisamment bien pensée ? C'est pas la faute du fédéral ou la faute de la régionalisation. Je constate que les plans n'étaient pas là. C'est vrai que le fédéral n'a pas entretenu le stock stratégique de masques et d'autres matériels. Ça, c'est sa faute et c'est sa responsabilité. Elle est déjà établie. Pour le reste, sur l'absence de plans dans les secteurs sociaux et de santé, je pense que c'est une responsabilité partagée. Nous n'avons même pas pensé que ça pourrait arriver, en fait, très clairement. Et donc, nous sommes en train de construire des plans et une manière de réagir, mais dans un monde idéal, c'est sûr, on doit être prêt pour la prochaine fois. Alors je voudrais qu'on s'intéresse aux places dans les hôpitaux Alain Marron, en région bruxelloise, et notamment les places dans les services de soins intensifs, là où on peut bénéficier d'un respirateur artificiel, puisque donc pour les cas les plus lourds, c'est ça qui est nécessaire. Il en reste en région bruxelloise, vous avez un chiffre où est-ce qu'on arrive maintenant effectivement à la saturation comme on le craignait ces derniers jours ? Il reste une septantaine de lits en soins intensifs à Bruxelles qui sont disponibles, donc on n'est pas encore saturé. Néanmoins, un certain nombre d'hôpitaux sont bel et bien saturés, globalement et ou pour leurs services de soins intensifs, et doivent renvoyer des patients vers d'autres hôpitaux. Pour le moment, il reste plutôt de la capacité dans les gros hôpitaux universitaires, donc pas mal de patients sont renvoyés vers là. Si ça sature, on renverra vers d'autres provinces, notamment la province de Namur, où il reste de la capacité. Au niveau belge, on n'est pas du tout encore à une capacité maximale. Il reste de l'ordre de 50% des places. Le taux de remplissage dépasse progressivement les 50%, mais donc il reste vraiment de la marge au niveau belge. Oui. Qui est-ce qui s'occupe de l'organisation, de la répartition des places et de la répartition des malades pour qu'ils aillent bien vers le bon endroit, là où il y a encore des lits disponibles ? C'est une compétence fédérale. C'est le fédéral qui est en charge d'organiser cette répartition. Ça se passe à Bruxelles, entre autres au niveau du 112, avec tous les médecins qui organisent le 112, pour que si une personne doit être hospitalisée via une ambulance, elle parte directement dans un hôpital où il y a de la place. Alors, une des données importantes maintenant, c'est aussi de libérer de la place dans les hôpitaux en fin d'hospitalisation avec les personnes qui sont quasiment guéries, mais qui ne peuvent peut-être pas encore retourner chez elles, soit parce que les conditions ne s'y prêtent pas, soit parce qu'elles ont encore besoin d'un petit soutien psychologique ou médical. Vous allez mettre en place une espèce de sas de sortie, un dispositif temporaire. Il sera prêt lundi ? Alors c'était une demande forte d'un certain nombre d'acteurs et complètement légitime. Nous devons vider progressivement les hôpitaux et pour un certain nombre de personnes c'est difficile. Des personnes qui n'ont pas toute l'autonomie pour rentrer chez elles, par exemple, qui ont perdu de l'autonomie à cause de la maladie ou qui ont besoin d'un suivi particulier mais qui n'ont plus besoin d'être en hôpital et qui n'ont pas de place en maison de repos par exemple. Donc, pour ces personnes-là, oui, nous allons créer des structures intermédiaires de soins. C'est en train d'être mis en place. Mon cabinet, les administrations et les acteurs travaillent d'arrache-pied. J'espère que nous allons pouvoir ouvrir une centaine de places dès la semaine prochaine. Nous avons 4 lieux possibles, un hôtel et 3 maisons de repos qui sont actuellement vides et qui peuvent être récupérées. Pour le moment, sont en route les visites de terrain et la mise en place de tout le processus d'accompagnement pour la mise en place de ces structures intermédiaires. Ça veut dire que dans ces maisons de repos ou dans ces hôtels, on va installer des lits avec du matériel médical et qu'on fera passer quand même des médecins et des infirmières pour s'assurer que la convalescence, parce que des maisons de convalescence se passent bien, c'est ça ? Oui, c'est ça. On fait des infirmiers, des infirmières, des médecins qui accompagnent les personnes dans leur sortie de maladie avant qu'elles ne puissent rentrer à la maison. Voilà, et donc première place théoriquement à partir de lundi, si tout va bien. J'espère. C'est ça l'objectif. Si tout va bien, s'il n'y a pas de couac,
on doit commencer à ouvrir lundi, mais en tout cas, ce sera la semaine prochaine. On parlera avec vous après le journal, Alain Marron, de la situation dans les parcs bruxellois, parce que c'est important également. Je rappelle que vous êtes le ministre régional de la Santé et de l'Environnement et que vous êtes avec nous en direct sur BX1. On vous retrouve dans quelques minutes. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Tout de suite, on retrouve Alain Marron, ministre bruxellois de l'Environnement et de la Santé. Peut-être un mot, Alain Marron, pour ceux qui travaillent dans la grande distribution. On voit qu'il y a des mouvements de grogne, il y a de l'inquiétude. Il y a eu des mouvements chez Delhaize, il y en a maintenant aujourd'hui chez Carrefour. Vous comprenez ces mouvements de grogne et vous pensez qu'on devrait rémunérer davantage ceux qui travaillent aujourd'hui ou pas ? Je ne vais pas rentrer dans la négociation syndicale et voilà, maintenant je comprends l'inquiétude. Ces personnes sont exposées et rencontrent des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients à longueur de journée. Donc il est normal en tout cas que les personnels exigent d'avoir du matériel de protection, des vitres en plexiglas, etc. Ça se fait de plus en plus, mais il est important évidemment que ce soit généralisé dans un maximum de commerces et les matériels de protection. C'est sûr que ces personnes qui travaillent pour le moment dans l'alimentaire, qui contribuent à ce que toutes et tous on puisse continuer à se nourrir normalement, ben oui, ça fait aussi partie des héros du quotidien en fait. Au même titre que les personnels de soins et les personnels de santé, qui certes sont encore plus exposés parce qu'ils sont exposés directement à des malades. Néanmoins, oui, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous aident encore à nous nourrir. Donc je comprends parfaitement leurs revendications, elles me semblent a priori légitimes. Maintenant, j'espère que tout le monde va être raisonnable pour aboutir dans une négociation qui ne va pas aboutir à la fermeture de magasins, parce que c'est évidemment important pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois de pouvoir continuer à accéder aux magasins auxquels ils ont l'habitude d'aller et pas commencer à devoir faire des très très longues distances pour se nourrir. Alors, vous êtes ministre de l'Environnement, il va faire beau ce week-end et en plus on entre dans une période de ce qui aurait dû être les congés, les vacances de Pâques. On craint une affluence importante dans les parcs ce week-end et on craint même que ça puisse nuire au respect de la fameuse distanciation sociale. Donc c'est 1,50 m qu'on doit laisser entre deux personnes pour éviter d'être contaminé, notamment par les voies respiratoires. Est-ce que vous avez pris des mesures ou est-ce que Bruxelles Environnement va prendre des mesures spécifiques pour ce week-end ? D'abord, je pense qu'il faut dire que tout le monde doit garder son calme, y compris les décideurs. Il va faire beau et donc les gens vont aller se balader. C'est autorisé sous la réserve du respect des consignes de sécurité, mais c'est autorisé et c'est normal que les personnes le fassent. Je voudrais dire que ce qui infléchit la courbe jusqu'à présent, c'est l'ensemble des mesures que nous avons prises. L'ensemble. Donc il ne faut pas croire que parce que quelqu'un s'assoit sur un banc pendant 10 minutes à la place de 5 minutes, ça va générer un nouveau mort. Ça n'est pas ça la réalité. La réalité, ça n'est pas celle-là. Donc nous devons agir avec discernement. Laisser les parcs ouverts, essayer de faire en sorte qu'ils soient fréquentés dans les meilleures conditions possibles. C'est le travail des agents de Bruxelles Environnement et de la police aussi, qui est chargée de faire respecter les mesures de distanciation sociale. On a mis un outil d'aide en ligne, c'est gardens.brussels, c'est un site de Bruxelles Environnement qui fait un recensement de tous les espaces verts disponibles, y compris communaux. Ça permet parfois de découvrir en fait qu'il y a des espaces verts près de chez soi qu'on ne connaissait pas. Donc Gardens.Bruxelles, et il y a effectivement une carte de Bruxelles, on peut voir où sont les espaces verts les moins éloignés de son domicile. Ouais. Exactement, parce qu'en fait on constate qu'un peu tout le monde a tendance à aller au même endroit. C'est-à-dire les endroits qui sont les plus connus. Voilà. Et là, il peut y avoir des saturations. Voilà. Et si malgré tout, Alain Marron, il y avait trop de monde au Bois de la Cambre, par exemple, est-ce qu'il faudrait, ou au Parc Josaphat, ou au Parc Georges-Henri, est-ce qu'il faudrait fermer ces parcs ou pas ? Donc moi, je ne suis pas favorable à une fermeture des parcs. Jusqu'à présent, nous avons toujours fait le maximum pour maintenir les parcs ouverts. Et c'est une position qui a été prise par Rudy Vervoort, ministre-président au Conseil régional de sécurité, et par moi-même, et qui est partagée par les bourgmestres. Alors, parfois, il y a de la gestion à faire. Vous savez que la promenade verte, par exemple, a été segmentée pour empêcher les gens d'en faire le tour et qu'il y ait une trop grande agglomération de personnes sur la promenade verte. Donc, on a pris des mesures de segmentation de la promenade verte, mais elle reste ouverte. Et les parcs, autant que possible, doivent rester ouverts. Ce qui est possible, c'est qu'éventuellement, on mette en place des mesures de contingentement sur certains parcs s'il devait y avoir une trop forte pression sur certains parcs particuliers. Voilà, contingentement, si je traduis bien, ça veut dire qu'à certains moments, on demandera aux gens de revenir plus tard. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Merci Alain Marron, ministre bruxellois de la Santé et de l'Environnement, d'avoir été l'invité de BX1 ce midi. Merci à vous.